Une orpheline de 8 ans se réveille au son de cris désespérés provenant de la rivière près de sa cabane précaire. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et voit quelque chose de terrifiant. Un homme élégant en costume est en train de sombrer dans les eaux tumultueuses tandis que des véhicules suspects disparaissent dans l'obscurité. Sans hésitation, elle plonge dans les eaux glacées et parvient à traîner l'homme inconscient jusqu'à la rive. Lorsqu'il se réveille enfin, encore désorienté et confus, il murmure des mots qui font s'effondrer la fillette en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie martelait les planches mal ajustées de la cabane comme des doigts désespérés tambourinant à une porte. Marina remonta la couverture déchirée jusqu'à son menton, essayant d'ignorer le froid qui s'infiltrait par les fissures du mur en bois. À 8 ans, elle avait déjà appris que se plaindre ne réchauffait personne et que la vie sur les rives oubliées du fleuve de la ville était une lutte constante entre dormir et survivre. Le vent hurlait à travers les branches des arbres voisins, créant une symphonie mélancolique qu'elle connaissait par cœur. Ce fut une autre journée difficile en ville, à mendier de la monnaie, à esquiver les regards apitoyés et les commentaires chuchotés sur encore une gamine perdue. Marina avait bâti une armure invisible autour de son cœur, faite de fierté et d'une détermination farouche, qui la protégeait de la douleur constante de n'avoir personne. Elle était sur le point de s'endormir lorsque les cris ont déchiré la nuit comme des couteaux aiguisés. Marina se redressa d'un coup, chaque muscle tendu. Des cris près de la rivière n'étaient jamais une bonne nouvelle. Il pouvait s'agir de quelqu'un qui se noyait, pire, des hommes dangereux qui apparaissaient parfois là, faisant des choses qu'une fillette de 8 ans ne devrait pas voir. Elle avait appris très tôt à se cacher lorsqu'elle entendait des voix étranges dans le noir. Mais ces cris étaient différents. Il y avait un désespoir authentique, une terreur qui lui nouait l'estomac. Marina rampa jusqu'à la fenêtre improvisée, une ouverture recouverte d'une vieille bâche en plastique, et regarda prudemment dehors. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Un homme se débattait dans les eaux sombres du fleuve, ses vêtements élégants, un costume qui semblait coûteux même trempé, contrastant brutalement avec sa situation désespérée. Il criait à l'aide alors que le courant l'entraînait, ses mains frappant la surface de l'eau dans des mouvements de plus en plus faibles. Sur la rive opposée, Marina vit des ombres se déplacer rapidement. Des silhouettes encapuchonnées couraient vers 2 voitures sombres. Leur voix était basse, chargée d'urgence et de nervosité. L'un d'eux cria quelque chose comme « problème résolu » avant qu'il ne claque les portières et ne s'éloigne en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Le cœur de Marina battait si fort qu'elle pouvait l'entendre par-dessus la pluie. Ces hommes avaient délibérément jeté l'homme en costume dans la rivière. C'était une tentative de meurtre, et maintenant il était en train de mourir sous ses yeux. Pendant un terrible instant, Marina fut paralysée. Ce n'était pas son problème. Elle ne connaissait pas cet homme. Et s'impliquer pourrait la mettre en danger. La voix de la raison dans sa tête, celle qui l'avait maintenue en vie dans la rue pendant si longtemps, lui hurlait de se cacher et de prétendre n'avoir rien vu. Mais alors, l'homme cessa de se débattre. Quelque chose s'est brisé dans la poitrine de Marina lorsqu'elle a vu le corps élégant commencer à sombrer dans les eaux tumultueuses. C'était comme si elle regardait une partie d'elle-même disparaître. La partie qui croyait encore que quelqu'un, quelque part, se souciait assez d'elle pour la sauver si elle se noyait. Sans laisser la peur la paralyser, Marina sortit en courant de la cabane, son vieux pyjama collé à sa peau fine. La pluie la frappait comme des fouets glacés, mais elle ne le sentit même pas. Ses pieds nus glissèrent sur la rive boueuse alors qu'elle plongeait dans l'eau sombre. La rivière était plus froide qu'elle ne l'avait imaginé. Le courant tenta de l'entraîner, elle aussi, mais Marina avait appris à nager dans ces eaux dangereuses depuis son plus jeune âge. C'était l'une des rares compétences que la vie lui avait offertes. Elle nagea désespérément vers l'endroit où elle avait vu l'homme couler pour la dernière fois. Ses poumons la brûlaient, mais elle plongea, tâtonnant dans l'obscurité jusqu'à ce que ses doigts touchent un tissu humide. Avec toute la force que possédait son petit corps, Marina commença à traîner l'homme inconscient vers la rive, sachant que leur 2 vies dépendaient de sa détermination inébranlable à ne jamais rien abandonner. Marina traîna le corps lourd sur la rive boueuse, ses petits bras tremblants d'épuisement et de froid. L'homme était complètement inconscient, l'eau s'égouttant de ses vêtements coûteux alors qu'elle luttait pour l'éloigner du bord dangereux du fleuve. Chaque pas était une bataille contre son propre poids, mais la détermination qui l'avait toujours maintenu en vie pulsait dans ses veines comme un feu liquide. Elle parvint à le traîner dans une zone plus sûre, sous la protection d'un grand arbre qui offrait un abri contre la pluie incessante. Marina s'agenouilla à côté de lui, ses petites mains tremblantes vérifiant s'il respirait encore. La poitrine de l'homme se soulevait et s'abaissait par mouvements irréguliers.
Elle ressentit un soulagement si intense qu'elle faillit s'effondrer sur place. Elle avait sauvé une vie. Pour la première fois de ses 8 ans d'existence, elle avait fait quelque chose qui comptait vraiment. Marina observa le visage de l'homme à la faible lumière provenant de la cabane. Il semblait avoir la quarantaine, avec des cheveux sombres collés à son front et des traits qui, même inconscients, dégageaient une certaine noblesse. Ses vêtements étaient sans aucun doute chers. Le genre de costume qu'elle voyait sur les hommes importants qui traversaient la ville, regardant par leurs vitres comme si les gens comme elle étaient invisibles. Mais maintenant, cet homme important était complètement vulnérable, dépendant d'elle pour survivre. Marina retourna en courant à la cabane et rapporta sa couverture, la seule qu'elle possédait. Peu importait si elle allait avoir froid. Cet homme en avait plus besoin qu'elle. Elle le couvrit soigneusement, essayant de le protéger de la pluie qui continuait de tomber. Puis elle s'assit à côté de lui, observant, attendant un signe qu'il se réveillerait. C'est alors qu'il commença à bouger. D'abord, il n'y eut que de faibles gémissements, puis un mouvement de ses bras. Ses yeux s'ouvrirent lentement, vagues et confus. Marina se pencha sur lui, le cœur battant d'anticipation et de nervosité. Serait-il en colère? Aurait-il peur d'elle? Pire, appellerait-il la police, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal? L'homme cligna des yeux plusieurs fois, essayant de faire le point. Quand il la vit enfin, son expression changea complètement. C'était comme s'il voyait un fantôme, quelque chose d'impossible et de merveilleux à la fois. Ses yeux s'emplirent instantanément de larmes. « Anna, murmura-t-il, sa voix rauque. « Anna, ma fille. » Marina se figea. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, avec une tendresse si désespérée dans la voix. Elle ouvrit la bouche pour le corriger, pour dire qu'elle n'était pas Anna, qu'elle était juste Marina, l'orpheline qui vivait dans la cabane au bord du fleuve. Mais il tendit une main tremblante et toucha doucement son visage trempé de pluie. « Tu ressembles tellement à ma fille, » murmura-t-il, encore désorienté par son expérience de mort imminente. « Anna, ma fille, je t'aime tellement. Tu me manques tellement. » Les mots frappèrent Marina comme un éclair. Elle n'avait jamais entendu ces mots auparavant. Personne ne lui avait jamais dit « Ma fille, je t'aime ». Personne ne l'avait jamais regardée avec un amour si désespéré dans les yeux, comme si elle était la personne la plus précieuse au monde. Des larmes se mirent à couler sur son visage, se mêlant à la pluie. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose de bien plus profond, une soif étanchée pour la première fois, un besoin fondamental satisfait, même si c'était par erreur, même si ce n'était que pour quelques secondes. Essaya-t-elle de parler, mais les mots refusaient de sortir. L'homme continuait de la regarder avec ses yeux pleins d'amour paternel, encore confus. Pour lui, à ce moment-là, elle était vraiment sa fille perdue. Et pour Marina, même en sachant que c'était une erreur, ces secondes étaient les plus précieuses de toute sa vie. Elle trouva enfin sa voix. Mais tout ce qu'elle put murmurer fut « Vous êtes en sécurité maintenant ». C'était une promesse qu'elle ferait de toute la force de son petit cœur, même sans comprendre pleinement ce que cela signifierait pour eux deux. Marina réalisa qu'elle devait faire partir l'homme avant que quelqu'un n'arrive. La pluie se calmait et l'aube ne tarderait pas à se lever. Si ces hommes dangereux revenaient chercher des preuves, ils les trouveraient tous les deux vulnérables sur la rive du fleuve. Son intelligence de la rue lui avait appris que les prédateurs revenaient toujours pour finir le travail. « Pouvez-vous marcher ?» demanda-t-elle doucement, en touchant délicatement son épaule. L'homme cligna à nouveau des yeux, la confusion obscurcissant encore son regard. La réalité revenait lentement, mais il la regardait toujours avec cette expression impossible de reconnaissance, comme si elle était vraiment la fille qu'il avait perdue. « Où sommes-nous » murmura-t-il, essayant de s'asseoir. « Ce n'est pas sûr de rester ici, » dit Marina en l'aidant à se relever. « Ces hommes, ils vous ont jeté à l'eau. Ils pourraient revenir. » Les mots semblèrent réveiller quelque chose dans sa mémoire. Ses yeux s'écarquillèrent et il regarda nerveusement autour de lui, comme s'il comprenait enfin le danger. « Vous m'avez sauvé, » dit-il, regardant Marina avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. « Un enfant m'a sauvé. » Marina sentit ses joues rougir. Les compliments étaient rares dans sa vie, et venant de quelqu'un qu'il avait appelé sa fille, ils avaient un poids particulier. « Venez, » dit-elle en lui prenant la main. « Ma maison est tout près. Vous devez vous sécher et vous reposer. » Elle le guida sur le sol inégal jusqu'à sa cabane. Quand elle ouvrit la porte et qu'il vit l'intérieur, le matelas fin sur le sol, la table faite de caisses, les murs avec des fissures qui laissaient passer le vent, Marina eut honte pour la première fois. Elle avait toujours été fière d'avoir trouvé son propre endroit pour vivre. Mais en le voyant à travers les yeux d'un homme manifestement riche,
elle réalisa à quel point sa maison était précaire. « Désolé, ce n'est pas grand-chose », murmura-t-elle en baissant les yeux. À sa grande surprise, il lui serra doucement la main. « C'est parfait, dit-il, et il y avait de la sincérité dans sa voix. « C'est un foyer, et vous le partagez avec moi. » Marina sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Personne n'avait jamais appelé sa cabane un foyer auparavant. La plupart des gens y voyaient un symbole de pauvreté et d'abandon, mais lui voyaient quelque chose de différent. Elle l'aida à s'asseoir sur son unique tabouret, puis se dépêcha de trouver un chiffon sec qu'elle utilisait comme serviette. Pendant qu'il essayait de se sécher, Marina alluma une bougie, sa seule source de lumière, et prépara un thé léger avec les herbes qu'elle cueillait près du fleuve. « Comment vous appelez-vous » demanda l'homme, la regardant se déplacer dans la petite maison avec l'efficacité de quelqu'un qui avait appris très tôt à prendre soin de soi. « Marina » répondit-elle en lui tendant la tasse chaude. « Et vous »« Edward » dit-il, puis il hésita. « Edward Sterling. » Marina ne reconnut pas le nom, mais elle sentit à la façon dont il le prononça qu'il devait être important. Il y avait quelque chose dans sa posture, même mouillée et épuisée, qui suggérait le pouvoir et l'influence. « Edward » répéta-t-elle, aimant le son. « Pourquoi ces hommes vous ont-ils fait ça ?» Le visage d'Edward s'assombrit. Il prit une gorgée de thé et resta silencieux un long moment, luttant clairement contre des souvenirs douloureux. « Il y a des gens qui me veulent du mal, dit-il finalement. Des gens qui pensent pouvoir prendre ce qui est à moi par la violence et l'intimidation. » Marina hocha la tête. Elle comprenait ce que c'était que des gens méchants qui profitaient des faibles. Elle en avait rencontré beaucoup dans la rue. « Mais vous êtes en sécurité maintenant, » dit-elle, répétant la promesse qu'elle avait faite sur la rive du fleuve. « Ils ne vous trouveront pas ici. » Edward la regarda de nouveau avec cette expression intense, comme s'il voyait quelque chose de miraculeux. « Pourquoi m'avez-vous sauvé » demanda-t-il. « Vous ne me connaissez pas. Vous auriez pu être blessé. » Marina réfléchit à la question. Elle ne pouvait pas l'expliquer entièrement, mais quelque chose en elle avait refusé de laisser cet homme mourir. « Parce que tout le monde mérite d'être sauvé, » dit-elle simplement. La réponse sembla le toucher profondément. Edward ferma les yeux, et pour la première fois depuis qu'il s'était réveillé, Marina vit de vraies larmes couler sur son visage. La première semaine passa comme un rêve étrange pour Marina. Edward avait repris des forces chaque jour, mais quelque chose en lui semblait brisé au-delà des blessures physiques. Elle l'observait quand il pensait qu'elle ne regardait pas, voyant la douleur profonde dans ses yeux chaque fois qu'il se croyait seul. Le matin, il aidait Marina aux petites tâches de la cabane, réparant ce qu'il pouvait avec les outils de fortune qu'elle possédait. L'après-midi, quand elle sortait chercher de la nourriture en ville, il restait caché, toujours à l'affût de tout bruit suspect qui pourrait indiquer le retour des hommes dangereux. Mais ce sont les nuits que Marina chérissait le plus. Edward racontait des histoires sur des endroits lointains qu'il avait visités, sur de hauts bâtiments et des machines impressionnantes. En retour, elle partageait ses propres histoires sur la façon dont elle avait appris à pêcher dans le fleuve, sur les différents types de fruits sauvages qui poussaient dans la région, sur les animaux qui lui rendaient visite quand elle se sentait le plus seule. C'est lors d'une de ces nuits, alors qu'il partageait un petit repas à la lueur d'une bougie, qu'Edward a finalement ouvert son cœur. « J'avais une fille, » dit-il soudain, rompant un silence confortable. « Anna. Elle aurait exactement votre âge maintenant. » Marina sentit son estomac se nouer. Elle attendait cette conversation depuis la première nuit où il l'avait confondue avec cette mystérieuse fille. « Qu'est-il arrivé à elle » demanda-t-elle doucement. Edward ferma les yeux comme si la question lui causait une douleur physique. « Mon ancien partenaire commercial, Richard Miller. Il a tout orchestré. Il a falsifié des documents, soudoyé des juges, créé de fausses preuves contre moi pendant la procédure de divorce. Il a fait croire que j'étais un père négligent, voire dangereux. » Sa voix tremblait de colère refoulée. Il a réussi à obtenir la garde exclusive pour mon ex-femme, puis les a convaincus de déménager loin. Je n'ai pas vu mon Anna depuis 3 ans. Marina sentit des larmes lui brûler les yeux. Ce n'était pas seulement la tristesse dans la voix d'Edward qui la touchait, mais la prise de conscience soudaine qu'il y avait d'autres enfants dans le monde qui avaient été séparés de parents qui les aimaient. « Pourquoi a-t-il fait ça » demanda-t-elle. « Pour l'entreprise » soupira Edward. « Nous avions bâti ensemble une entreprise de construction qui est devenue très précieuse. Richard voulait tout pour lui. Mais je ne vendrai jamais ma part. Alors il a décidé de me détruire personnellement d'abord, puis de prendre ce qui était à moi. » Marina traita l'information.
Elle commençait à comprendre pourquoi ces hommes avaient tenté de faire du mal à Édouard près du fleuve. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était l'histoire d'un homme méchant qui avait déchiré une famille et voulait maintenant finir ce qu'il avait commencé. Et maintenant, il a envoyé ces hommes parce que vous n'avez pas abandonné, dit Marina. Exactement, acquiesça Édouard. Il pensait qu'après avoir perdu Anna, je finirais par céder. Mais j'ai continué à me battre pour récupérer ma fille et mon entreprise, alors il a décidé qu'il était plus simple de m'éliminer. Marina sentit une rage monter dans sa poitrine, une indignation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait connu beaucoup d'adultes cruels dans sa vie. Mais l'idée que quelqu'un sépare délibérément une famille, causant tant de douleur à un enfant innocent, la remplit d'une fureur protectrice. « Vous allez récupérer votre fille », dit-elle avec une détermination féroce qui la surprit elle-même. « Je ne laisserai pas cet homme méchant gagner. » Édouard la regarda avec étonnement. À cet instant, Marina semblait beaucoup plus âgée que ses 8 ans, comme si l'injustice de la situation avait éveillé en elle une force qu'elle ne savait même pas posséder. « Marina, dit-il doucement, vous avez déjà fait plus pour moi que quiconque n'avait le droit d'attendre. Je ne peux pas vous demander de vous impliquer davantage. C'est dangereux. » Mais Marina avait déjà pris sa décision. Édouard n'était pas seulement l'homme qu'elle avait sauvé. Il était le père qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Et Anna était la sœur qu'elle n'avait jamais su qu'elle voulait. Si Richard Miller pensait pouvoir détruire cette famille, il devrait d'abord lui passer sur le corps. « Vous ne demandez pas, dit fermement Marina. C'est moi qui propose. » La deuxième semaine, Marina commença à remarquer des choses étranges. D'abord, il y eut des voitures inconnues qui roulaient trop lentement sur la route près du fleuve. Puis, des empreintes de pas dans la boue qui n'étaient ni les siennes ni celles d'Édouard. Quelqu'un enquêtait sur la zone, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Marina avait développé des instincts aiguisés pendant ses années de solitude dans la rue. Elle savait reconnaître quand on l'observait, quand quelque chose n'allait pas dans son environnement. Et maintenant, tous ses instincts lui hurlaient que le danger approchait. « Édouard, dit-elle un matin alors qu'il préparait un café léger avec le reste de leurs provisions. Je pense qu'il vous cherche. » Édouard arrêta de remuer le sucre dans sa tasse et la regarda avec une attention totale. « Qu'as-tu vu » Marina lui parla des voitures, des empreintes de pas, du sentiment constant d'être observé. Édouard écouta en silence, son visage s'assombrissant à chaque détail. « Richard n'abandonne pas facilement, murmura-t-il. S'il soupçonne que j'ai survécu, il enverra plus de gens, des gens pires que la première fois. » La peur glaça l'estomac de Marina, mais pas pour elle-même. L'idée que quelque chose arrive à Édouard, de le perdre après avoir enfin trouvé quelqu'un qui lui donnait le sentiment de faire partie d'une famille, était insupportable. « Nous devons partir d'ici, dit-elle. »« Non. » Édouard secoua la tête. « Je ne peux pas t'entraîner là-dedans. Tu as déjà trop risqué pour moi. » Marina sentit une bouffée de frustration. Pourquoi les adultes pensaient-ils toujours savoir ce qui était le mieux pour elle? Pourquoi Édouard ne comprenait-il pas qu'elle n'était pas entraînée? Elle choisissait de rester à ses côtés. « Vous ne m'entraînez dans rien du tout, dit-elle fermement. Je choisis de rester. Vous êtes? Elle hésita, cherchant les mots justes. Vous êtes la famille que j'ai toujours voulu. Je ne vous abandonnerai pas maintenant. Les mots étaient sortis plus directement qu'elle ne l'avait prévu, exposant une vulnérabilité qu'elle gardait habituellement cachée, mais c'était la vérité. Édouard avait comblé un vide dans sa vie dont elle ignorait même l'existence. Édouard la regarda un long moment, les yeux brillants d'émotion. « Marina, dit-il doucement. Tu es aussi devenue une famille pour moi. C'est pourquoi je dois te protéger. »« Alors protégez-moi en restant avec moi, » rétorqua Marina. « Nous sommes plus forts ensemble. Je connais des endroits pour se cacher qu'ils ne trouveront jamais. » Avant qu'Édouard ne puisse répondre, ils entendirent tous les deux le bruit de voitures qui approchaient. Ce n'était pas le trafic routier normal. C'étaient plusieurs véhicules se déplaçant lentement, délibérément. Marina courut à la fenêtre et regarda prudemment. 3 voitures sombres s'étaient arrêtées sur la route, et des hommes vêtus de noir en sortaient. Ils portaient des lampes de poche et semblaient s'organiser pour fouiller la zone systématiquement. « Ils sont là, » murmura Marina, le cœur battant. Édouard se déplaça rapidement, attrapant les quelques objets de valeur qu'ils avaient. Mais Marina avait déjà une longueur d'avance, courant vers le coin de la cabane où elle avait aménagé une cachette des années auparavant, un vide sanitaire déguisé sous les planches qu'elle utilisait pour ranger ses trésors les plus précieux. « Ici, » dit-elle en soulevant les planches. « C'est étroit, mais nous pouvons tenir tous les deux. »
Édouard regarda la cachette puis Marina, manifestement impressionnée par sa préparation. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas ? Quand on vit seul, il faut toujours avoir un plan, répondit Marina en l'aidant à entrer dans la cachette. Ils se pressèrent dans le petit espace sombre. Marina replaça soigneusement les planches au-dessus de leur tête. À travers les fissures du bois, ils pouvaient entendre les voix des hommes approcher, leurs lampes de poche balayant le sol autour de la cabane. Marina sentit la main d'Édouard trouver la sienne dans l'obscurité, la serrant doucement. C'était un geste à la fois de protection et de gratitude, et elle serra en retour, promettant silencieusement qu'elle ne laisserait rien lui arriver. Dehors, les voix se firent plus fortes. Les hommes étaient maintenant très proches de la cabane, et Marina pouvait entendre leurs bottes lourdes arpenter la structure fragile. Dans la cachette exiguë, Marina et Édouard osaient à peine respirer. Le bruit des bottes lourdes résonnait au-dessus de leur tête tandis que les hommes saccageaient la cabane. Marina sentit le cœur d'Édouard battre contre son bras. Ou peut-être était-ce son propre cœur qui s'emballait de peur. « Personne ici », dit une voix rauque au-dessus d'eux. « Juste un tas de camelotes. »« Continuez à chercher », répondit une autre voix, celle-ci avec un accent que Marina ne put identifier. « Le patron a dit qu'il y a une gamine qui vit par ici. Si elle a vu quelque chose cette nuit-là. » Marina sentit Édouard se raidir à côté d'elle. Il ne le cherchait pas seulement lui. Il savait aussi pour elle. D'une manière ou d'une autre, Richard avait découvert qu'une fille vivait près du fleuve et aurait pu être témoin de la tentative de meurtre. Quelle sorte de gamine vivrait dans ce trou perdu ? Grogna le premier homme. Le genre que personne ne regrettera si elle disparaît, répondit froidement le second. Les mots envoyèrent un frisson dans le dos de Marina qui n'avait rien à voir avec le froid de la cachette. Ces hommes n'étaient pas seulement dangereux pour Édouard. Maintenant, elle était aussi dans leur ligne de mire. Les bruits de pas continuèrent pendant quelques minutes angoissantes. Marina entendit des tiroirs s'ouvrir, des objets jetés au sol, ses quelques possessions détruites. C'était comme s'il violait non seulement sa maison, mais toute son existence. Finalement, après ce qui parut une éternité, les voix commencèrent à s'éloigner. Rien ici. Allons voir les autres cabanes en aval. Et si on ne trouve rien ? Alors on mettra des affiches partout en ville. Une grosse récompense fait toujours parler quelqu'un. Le bruit des bottes s'estompa, suivi par le grondement des voitures qui démarraient et s'éloignaient. Marina et Édouard attendirent encore 10 minutes dans un silence total avant d'oser sortir de la cachette. Quand ils sortirent enfin, Marina faillit pleurer en voyant l'état de sa maison. Tout était saccagé, cassé, éparpillé sur le sol. Les quelques livres qu'elle avait réussi à acquérir au fil des ans avaient les pages déchirées. Ses vêtements étaient jetés dans la boue qui était entrée par les planches mal ajustées. « Marina, je suis tellement désolé, » dit Édouard, regardant la destruction avec horreur. « C'est de ma faute. » Mais Marina ne se concentrait pas sur les objets détruits. Elle pensait à ce qu'elle avait entendu dire par les hommes. « Ils vont mettre des affiches, » dit-elle. « Avec nos photos. Ils offriront de l'argent pour que quelqu'un nous dénonce. » Édouard hocha la tête sombrement. Richard a des ressources infinies. Et il se fiche de corrompre des innocents pour obtenir ce qu'il veut. Marina sentit une détermination familière grandir dans sa poitrine. C'était la même force qui l'avait poussé à sauter dans le fleuve pour sauver Édouard la première nuit. « Alors nous devons quitter la ville, » dit-elle. « Nous devons trouver un endroit où il ne pourra pas nous atteindre. »« Marina, non » commença Édouard. Mais elle l'interrompit. « Écoutez, Édouard, il ne s'agit plus seulement de vous. Ils savent aussi pour moi. Si je reste seul ici, ils m'auront de toute façon. Notre seule chance est de rester ensemble. » Édouard la regarda un long moment, voyant la détermination féroce dans ses jeunes yeux. Marina n'était plus seulement l'enfant qui l'avait sauvée. Elle devenait sa partenaire dans ce combat contre l'injustice. « Tu as raison, » dit-il finalement. « Mais où pouvons-nous aller ? Richard a des relations dans toute la région. » Marina sourit pour la première fois depuis l'arrivée des hommes. Elle avait grandi dans la rue. Elle connaissait des gens et des endroits que des hommes riches comme Richard ne pouvaient même pas imaginer. « Je connais des endroits, » dit-elle, « des gens qui aident les enfants comme moi, des endroits où des hommes en costume ne mettraient jamais les pieds. » Alors qu'ils rassemblaient ce qui était encore récupérable de leurs affaires, Marina ne pouvait s'empêcher de penser à Anna, la fille perdue d'Édouard. Si Richard était capable de terroriser une enfant qui avait simplement été témoin de ses crimes, de quoi d'autre était-il capable ? Le combat n'était plus seulement pour protéger Édouard. Il s'agissait de réunir une famille cruellement déchirée.
Marina et Édouard se préparaient à quitter la cabane détruite quand elle trouva quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Parmi les papiers éparpillés par les hommes de Richard, il y avait une photographie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une photo d'une fillette blonde souriante avec des yeux exactement de la même couleur que ceux d'Édouard. « C'est Anna ?» demanda Marina, tenant la photo de ses mains tremblantes. Édouard la regarda et ses yeux s'emplirent immédiatement de larmes. « Oui, murmura-t-il. C'est ma fille. Mais comment? Pourquoi ont-ils une photo d'elle ?» Marina retourna la photographie et vit quelque chose écrit au dos d'une écriture qu'elle ne reconnut pas. Foyer pour enfants Sainte-Claire, Anna Sterling, 8 ans. Son esprit traita lentement l'information comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « Édouard, dit-elle, la voix tremblante. Votre fille est dans un foyer pour enfants. Elle n'est pas avec votre ex-femme. » Édouard arracha la photo des mains de Marina, lisant et relisant les mots au dos comme s'il pouvait leur faire dire autre chose. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Richard m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle avait juste déménagé loin avec sa mère. »« Un mensonge, » dit Marina, sentant une rage monter dans sa poitrine. « Il a menti sur tout. » Édouard s'effondra sur le tabouret cassé, la photo tremblant dans ses mains. Marina pouvait voir son esprit travailler, traitant les terribles implications de ce qu'ils avaient découvert. « Si Anna est au foyer pour enfants, où est mon ex-femme » demanda-t-il plus à lui-même qu'à Marina. Marina ne répondit pas, mais tous deux pensaient à la même chose terrible. Si Richard était capable de tenter d'assassiner Édouard, de quoi d'autre était-il capable pour garder ses secrets? « Nous devons aller la chercher, » dit Marina avec détermination. « Nous devons sortir Anna de là. »« Marina, nous ne pouvons pas simplement débarquer dans un foyer pour enfants, » dit Édouard, essayant d'être rationnel malgré son désespoir. « Ils appelleront la police. Et si Richard a aussi des relations là-bas? Alors qu'allons-nous faire ?» explosa Marina. « La laisser là pendant que ce méchant homme contrôle sa vie comme il l'a fait avec la vôtre ?» Édouard regarda Marina et vit en elle quelque chose qui le surprit. Ce n'était pas seulement de la colère ou de l'indignation. C'était l'amour protecteur d'une sœur aînée pour une sœur cadette qu'elle n'avait jamais connue. Marina considérait déjà Anna comme faisant partie de leur famille. « Tu as raison, » dit Édouard en se levant avec une détermination renouvelée. « Mais nous devons être intelligents. Si Richard a découvert que j'ai survécu, il pourrait aussi surveiller Anna. » Marina hocha la tête, son esprit travaillant déjà sur les possibilités. Elle connaissait le système des foyers pour enfants mieux qu'Édouard ne pouvait l'imaginer. Elle en avait traversé plusieurs avant de réussir à s'échapper et à vivre seule. « Je peux y entrer, » dit-elle. Comme une enfant cherchant un abri. Je peux découvrir comment va Anna, si elle va bien, s'il y a des gardes ou des gens étranges qui surveillent l'endroit. C'est trop dangereux, protesta Édouard. Moins dangereux que de la laisser entre les mains de Richard, rétorqua Marina. Édouard, Anna est votre fille, mais maintenant c'est aussi ma sœur. Je ne laisserai rien lui arriver. Édouard regarda la courageuse fillette devant lui et sentit son cœur se briser et se remplir en même temps. Marina était prête à tout risquer pour une enfant qu'elle n'avait jamais rencontrée, simplement parce que cet enfant faisait partie de la famille qu'ils étaient en train de construire ensemble. D'accord, dit-il finalement, mais nous faisons cela ensemble, et si quelque chose ne va pas, s'il y a le moindre signe de danger, nous partons immédiatement. Marina sourit, le premier vrai sourire qu'il avait vu depuis l'apparition des hommes de Richard. Ensemble, acquiesça-t-elle. Alors qu'ils planifiaient comment se rendre au foyer pour enfants Sainte-Claire, tous deux sentirent qu'ils franchissaient une ligne de non-retour. Ils n'étaient plus seulement un homme et une enfant se cachant de criminels. Ils étaient une famille qui se battait pour se réunir. Et rien ne les empêcherait de ramener Anna à la maison. Le foyer pour enfants Sainte-Claire était situé dans la partie la plus ancienne de la ville, un bâtiment de briques rouges qui avait connu des jours meilleurs. Marina observa l'endroit pendant une heure entière, cachée derrière un grand arbre, étudiant les allées et venues des personnes. Édouard attendait à quelques rues de là, prêt à agir si quelque chose tournait mal. Marina avait enfilé ses vêtements les plus usés et s'était frotté le visage avec de la boue pour paraître encore plus démunie. Ce n'était pas difficile. Elle était vraiment une orpheline cherchant un abri. La seule différence était que maintenant, elle avait une famille qui l'attendait dehors. Prenant une profonde inspiration, Marina s'approcha de l'entrée principale. Une femme d'âge moyen avec des lunettes épaisses était assise derrière un comptoir, remplissant des papiers. Elle leva les yeux quand Marina entra, et son expression s'adoucit immédiatement. « Oh, ma petite, dit la femme. Est-ce que ça va ?
Où sont tes parents? Marina laissa paraître ses vraies émotions, la solitude, la peur, la vulnérabilité qu'elle cachait normalement derrière sa carapace protectrice. Je n'ai pas de parents, dit-elle d'une petite voix. J'ai faim et je n'ai nulle part où dormir. La femme se leva aussitôt et contourna le comptoir pour s'agenouiller à côté de Marina. Je m'appelle Sœur Betty, dit-elle doucement. Tu es en sécurité maintenant. Nous allons prendre soin de toi. Marina ressentit une pointe de culpabilité à mentir à quelqu'un de si gentil. Mais elle se souvint d'Anna et renforça sa résolution. Puis-je rencontrer les autres enfants? Demanda Marina. Pour voir si je me sentirais chez moi ici. Sœur Betty sourit chaleureusement. Bien sûr, ma chérie. Nous allons te faire visiter les lieux. En parcourant les couloirs, Marina observait tout attentivement. Le foyer semblait bien entretenu, et les enfants qu'elle voyait paraissaient en bonne santé et relativement heureux. Cela la rassura un peu. Au moins, Anna ne subissait pas de mauvais traitements ou de négligence. Combien d'enfants avez-vous ici? Demanda Marina en passant devant une salle de loisirs. Environ 40, répondit Sœur Betty. Nous avons des enfants de tous âges, des nourrissons aux adolescents. Marina hocha la tête, cherchant discrètement tout signe d'Anna. C'est en arrivant à la cafétéria qu'elle la vit. Assise seule à une table dans un coin, il y avait une fillette blonde avec exactement les yeux d'Édouard. Elle remuait distraitement sa nourriture avec une expression triste qui brisa le cœur de Marina. C'était Anna, la fille perdue d'Édouard, la sœur que Marina ne savait pas qu'elle voulait avoir. « Qui est cette fille là-bas » demanda Marina, essayant de garder sa voix neutre. Sœur Betty suivit son regard, et son expression devint mélancolique. « Ah, c'est Anna. Pauvre petite. Elle est arrivée ici il y a 3 ans. Très traumatisée. Elle disait que son père viendrait la chercher. Au début, elle se tenait à la fenêtre tous les jours pour attendre. Elle le fait encore parfois. » Marina sentit des larmes lui piquer les yeux. Anna attendait Édouard depuis 3 ans, et il ne savait même pas où elle se trouvait. « Pourquoi n'a-t-elle pas été adoptée » demanda Marina. « Eh bien, Sœur Betty baissa la voix, il y a des documents juridiques compliqués. Un homme est venu l'année dernière en disant qu'il était responsable d'elle, mais il n'a pas pu finaliser l'adoption. Il a dit qu'il y avait des problèmes juridiques à régler d'abord. » L'estomac de Marina se noua. Elle était sûre que cet homme était Richard, gardant Anna comme un pion dans son jeu cruel contre Édouard. À ce moment, Anna leva les yeux et croisa le regard de Marina. Pendant une seconde, les deux fillettes se fixèrent à travers la cafétéria. Anna inclina légèrement la tête, comme si elle essayait de se souvenir où elle avait déjà vu Marina. Marina savait qu'elle ne pouvait pas l'approcher maintenant, pas avec Sœur Betty à proximité, mais elle réussit à faire un petit geste de la main, presque imperceptible, qui disait « Ça va. Je suis là. » À sa surprise et à son soulagement, Anna sourit légèrement et fit un signe en retour. Marina passa le reste de l'après-midi au foyer, participant à des activités avec les autres enfants en attendant une occasion de parler seule à Anna. Sœur Betty avait dit qu'elle pouvait rester pour le dîner et décider si elle voulait passer la nuit, ce qui donnerait à Marina le temps d'exécuter son plan. Pendant le cours de dessin, Marina réussit à s'asseoir près d'Anna. Les deux travaillèrent en silence pendant quelques minutes, chacune faisant semblant de se concentrer sur son papier tout en observant discrètement l'autre. C'est Anna qui rompit le silence la première. « Tu n'es pas comme les autres enfants qui viennent ici », murmura-t-elle sans lever les yeux de son dessin. Marina sentit son cœur s'accélérer. Anna était plus perspicace qu'elle ne l'avait prévu. « Pourquoi dis-tu ça » demanda-t-elle doucement. « Les autres enfants arrivent en pleurant, ou en colère, ou très effrayés, » expliqua Anna, toujours en train de dessiner. « Toi, tu es arrivé comme si tu cherchais quelque chose de précis. » Marina regarda le dessin d'Anna, et son cœur faillit s'arrêter. C'était le dessin d'un grand homme en costume tenant la main d'une petite fille. En haut du papier, en lettres soignées, était écrit « Moi et papa ». « C'est ton papa » demanda doucement Marina. Les yeux d'Anna s'emplirent de larmes, mais elle hocha courageusement la tête. « Il va venir me chercher », dit-elle avec une détermination qui ressemblait beaucoup à celle d'Édouard. « Je le sais. Il m'a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais. » Marina sentit une vague d'émotion si intense qu'elle dut se battre pour ne pas pleurer sur le champ. Édouard avait raison. Anna avait gardé l'espoir vivant pendant 3 ans, faisant confiance à l'amour de son père même quand tout le monde autour d'elle avait abandonné. « Anna » murmura Marina, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Et si je te disais que ton papa te cherche, qu'il n'a jamais cessé de te chercher »
Anna laissa tomber son crayon et regarda directement Marina pour la première fois. Ses yeux verts, si semblables à ceux d'Édouard, brillaient d'un espoir désespéré. « Tu le connais » demanda-t-elle, la voix tremblante. Marina hocha lentement la tête. « Il est tout prêt. Il m'a demandé de te trouver et de m'assurer que tu vas bien. » Des larmes se mirent à couler sur le visage d'Anna. Mais c'étaient des larmes de soulagement et de bonheur. « Je le savais » murmura-t-elle. « J'ai toujours su qu'il viendrait. » Marina prit la main d'Anna sous la table, la serrant doucement. « Anna, je dois te dire des choses importantes. Il y a des gens méchants qui ont essayé de faire du mal à ton père et qui veulent vous empêcher d'être ensemble. C'est pour ça qu'il n'a pas pu te trouver avant. » Le visage d'Anna s'assombrit. L'homme méchant qui est venu ici l'année dernière. Marina se redressa, alerte. « Quel homme ?» Un homme en costume très cher est venu et a parlé à la directrice. Il a dit qu'il était mon oncle et qu'il allait prendre soin de moi. Mais je savais qu'il mentait, expliqua Anna, sa voix se raffermissant. Papa m'a appris à reconnaître les menteurs. Cet homme avait des yeux de menteur. Marina se sentit fière de l'intelligence d'Anna. La fillette avait instinctivement rejeté la manipulation de Richard. Que s'est-il passé ensuite? J'ai dit à tout le monde qu'il n'était pas mon oncle, que mon papa venait me chercher et que je ne voulais pas aller avec cet homme étrange. Il s'est mis très en colère, mais il n'a pas pu me forcer parce que je n'arrêtais pas de crier. Anna sourit légèrement. Sœur Betty a dit que j'étais très têtue, mais que j'avais raison de faire confiance à mes instincts. Marina ressentit une profonde admiration pour Anna. À 8 ans, elle avait résisté à Richard avec le même courage qu'Édouard. Anna, ton papa veut vraiment te voir, mais nous devons être prudents. Cet homme méchant essaie toujours de vous faire du mal à tous les deux. Anna hocha la tête sérieusement. Je comprends. Que devons-nous faire? Marina sourit. Anna n'était pas seulement la fille d'Édouard. Elle était définitivement sa sœur en courage et en détermination. D'abord, je vais partir d'ici et dire à ton père que tu vas bien et que tu n'as jamais cessé de croire en lui. Ensuite, nous ferons un plan pour te sortir d'ici en toute sécurité. Anna serra plus fort la main de Marina. Merci de m'avoir trouvé, murmura-t-elle. Merci de m'avoir ramené mon papa. Marina quitta le foyer le cœur brisé et plein d'espoir à la fois. Elle réussit à dire au revoir à Anna avec une brève étreinte, lui murmurant qu'elle reviendrait bientôt avec son père. Le regard de bonheur dans les yeux de la fillette était quelque chose que Marina emporterait avec elle pour toujours. Édouard attendait anxieusement au point de rendez-vous convenu, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Quand il vit Marina approcher, il courut immédiatement vers elle. « Comment va-t-elle » demanda-t-il avant même que Marina ne puisse parler. « Est-ce qu'elle va bien? Est-elle blessée? La traite-t-il bien ?» Édouard, respirez, dit Marina en lui tenant les mains. Anna va bien. Physiquement, elle est en bonne santé, et les gens du foyer sont gentils avec elle. Édouard poussa un soupir de soulagement, mais Marina vit qu'il était toujours tendu. « Mais » demanda-t-il, réalisant qu'il y avait plus. « Mais son cœur est brisé » dit doucement Marina. En fait, elle se tient à la fenêtre tous les jours depuis 3 ans, attendant que vous arriviez. Elle n'a jamais cessé de croire que vous viendriez la chercher. Des larmes se mirent à couler sur le visage d'Édouard. L'idée de sa petite fille l'attendant jour après jour alors qu'il ne savait même pas où elle se trouvait était une torture. Et il y a plus, continua Marina. Richard était là. Il a essayé d'emmener Anna l'année dernière, en se faisant passer pour son oncle. Mais elle est intelligente. Elle l'a complètement rejeté et a refusé de partir. L'expression d'Édouard passa de la tristesse à une rage pure. Il a essayé d'emmener ma fille. Anna a dit qu'il avait des yeux de menteur et que vous lui aviez appris à reconnaître les menteurs, sourit légèrement Marina. Elle a tellement crié qu'il n'a pas pu la forcer. Édouard ressentit de la fierté mêlée à une rage meurtrière. Sa fille s'était protégée de Richard, mais le fait qu'elle ait eu besoin de le faire le mettait en fureur. Alors nous devons la sortir de là aujourd'hui, dit Édouard. Nous ne pouvons pas simplement débarquer et l'emmener, dit Marina, se forçant à être la voix de la raison. Ils appelleront la police. Et si Richard a des contacts dans le système? Alors que suggères-tu? Demanda Édouard, sa frustration évidente. Marina avait réfléchi à cela tout le long du chemin. Nous devons faire cela légalement. Vous devez prouver qui vous êtes et que vous avez le droit de garde d'Anna. Mais tous les documents, toutes les preuves de ma paternité sont à l'entreprise ou à la maison, des endroits que Richard contrôle, dit Édouard désespérément. Alors nous devons récupérer ces documents,
dit Marina avec détermination. Où sont-ils exactement? Édouard réfléchit un instant. Il y a une copie de l'acte de naissance d'Anna dans mon bureau, dans le coffre-fort, et les papiers du divorce prouvant que j'avais des droits de visite. Et où est ce bureau? Au 20e étage du Metropolitan Plaza, mais Marina, c'est impossible. Le bâtiment a des caméras de sécurité partout, et Richard a sûrement changé les codes d'accès. Marina l'interrompit avec un sourire qu'Édouard commençait à reconnaître comme le signe qu'elle avait concocté un plan audacieux. Édouard, vous oubliez à qui vous parlez. J'ai passé des années à m'infiltrer dans des endroits où je ne devais pas être pour trouver de la nourriture et un abri. Un immeuble de bureau, c'est un jeu d'enfant. C'est trop dangereux, protesta Édouard. Et s'il t'attrape? Si nous ne faisons rien, Anna continuera d'attendre à la fenêtre de ce foyer, rétorqua Marina. Et Richard essaiera de la reprendre, et la prochaine fois, il pourrait réussir. Édouard regarda la courageuse fillette devant lui et réalisa qu'elle avait raison. Il n'avait pas le choix. Il devait agir. D'accord, dit-il finalement, mais nous faisons cela ensemble. Je connais le bâtiment. Tu sais comment t'infiltrer. Nous sommes une équipe. Marina sourit et tendit la main. Une équipe. Une famille, dit-elle. Édouard lui serra la main, sentant pour la première fois depuis des semaines que peut-être, juste peut-être, il pourrait réunir sa famille brisée. Le Metropolitan Plaza s'élevait contre le ciel nocturne comme une tour de verre et d'acier. Marina et Édouard observèrent les mouvements de sécurité pendant 2 heures, étudiant les habitudes des gardes et identifiant les caméras. C'était un mercredi soir, et le trafic était réduit. Mais il y avait encore des défis importants. L'équipe de nuit n'a que 2 gardes, observa Édouard. L'un reste à la réception. L'autre fait des rondes toutes les 30 minutes. Marina hocha la tête, ses yeux expérimentés ayant déjà identifié les points faibles du système de sécurité. Il y a une entrée de service à l'arrière qu'ils utilisent pour le nettoyage. Si nous pouvons y entrer pendant la patrouille, nous aurons au moins 25 minutes avant le passage du prochain garde. Marina, peut-être devrions-nous attendre, commença Édouard. Mais elle l'interrompit. Édouard, chaque jour que nous attendons, Anna reste seule dans ce foyer, et Richard a plus de temps pour planifier quelque chose de pire. Nous devons le faire maintenant. La détermination dans sa voix rappela à Édouard pourquoi il avait survécu à cette terrible nuit dans la rivière. Marina n'était pas seulement courageuse, elle avait la capacité d'agir quand l'action était nécessaire. À 23 heures ce soir-là, ils passèrent à l'action. Marina avait trouvé des uniformes de nettoyage dans une benne à ordures voisine, et tous deux s'habillèrent pour ressembler à des employés d'une entreprise de nettoyage tierce. Édouard fut impressionné par la facilité avec laquelle Marina endossa le rôle, transportant du matériel de nettoyage comme si cela faisait partie de sa routine. L'entrée par l'arrière fut plus facile qu'Édouard ne l'avait prévu. Marina avait raison. Son intelligence de la rue lui avait appris à lire les situations et à trouver des opportunités que les gens normaux ne remarqueraient même pas. L'ascenseur de service les emmena au 20e étage sans incident. Quand les portes s'ouvrirent, Édouard ressentit une vague d'émotions contradictoires. C'était son bureau depuis 15 ans, l'endroit où il avait bâti son empire commercial, mais aussi où il avait reçu la nouvelle dévastatrice de la disparition d'Anna. Par ici, murmura-t-il, guidant Marina à travers les couloirs familiers. Le bureau d'Édouard était exactement comme il s'en souvenait, à une exception près. Il y avait des documents éparpillés sur son bureau comme si quelqu'un y avait été récemment. Richard est venu ici, dit Édouard, l'estomac noué. Marina examina les papiers. C'étaient des contrats, des documents financiers, et quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Édouard, dit-elle, la voix tendue. Regardez ça. C'était un document juridique avec l'entête du foyer pour enfants Sainte-Claire. Le titre indiquait « Demande de transfert de garde » et il était signé par Richard Miller en tant que tuteur légal temporaire d'Anna Sterling. Il essaie de l'adopter officiellement, dit Édouard, la terrible réalité s'imposant à lui. S'il obtient l'approbation de ces papiers, Anna sera légalement sa fille, compléta Marina. Et vous ne pourrez plus jamais la récupérer. L'urgence de la situation les frappa tous les deux comme un coup de poing. Il ne s'agissait plus seulement de réunir une famille. C'était une course contre la montre pour empêcher Richard de voler Anna de manière permanente. Édouard se précipita vers le coffre-fort derrière son bureau. Ses mains tremblaient en tapant la combinaison, priant pour que Richard ne l'ait pas découverte et changée. Le coffre-fort s'ouvrit avec un doux clic. À l'intérieur se trouvaient tous les documents dont ils avaient besoin.
l'acte de naissance original d'Anna, les papiers du divorce prouvant ses droits paternels, et des preuves des pots de vin et manipulations de Richard pendant le processus. Marina, nous les avons, dit Édouard en saisissant un dossier plein de documents. Ceci prouve tout. Que je suis le père d'Anna, que Richard a manipulé le processus, que... Un bruit de pas dans le couloir les fit se figer tous les deux. Le garde revient plus tôt, murmura Marina. Édouard avait presque fini de photographier les documents avec un téléphone emprunté quand ils entendirent quelqu'un parler fort dans le couloir. Et ce n'était pas la voix d'un agent de sécurité. C'était la voix de Richard Miller. Je veux que vous passiez au peigne fin chaque centimètre de cet étage. Si Édouard est en vie, il essaiera de récupérer ses documents. Et quand il se montrera, vous savez quoi faire. Marina et Édouard échangèrent un regard paniqué. Richard ne surveillait pas seulement le bâtiment. Il avait tendu un piège. Marina agit par instinct. Elle attrapa la main d'Édouard et le tira vers la fenêtre du bureau, à 20 étages au-dessus du sol. Cela semblait une option impossible. Mais elle avait remarqué quelque chose qu'Édouard n'avait pas vu. Une plateforme de maintenance à seulement 3 mètres en dessous. « Faites-moi confiance », murmura Marina. Édouard regarda dans les yeux déterminés de la fille qui lui avait sauvé la vie et hocha la tête sans hésiter. Marina ouvrit la fenêtre silencieusement et désigna la plateforme. « Je passe en premier, puis vous me passez les documents. » Avant qu'Édouard ne puisse protester, Marina était déjà suspendue au rebord de la fenêtre. Avec l'agilité qu'elle avait développée en survivant dans la rue, elle se laissa descendre et atterrit sur la plateforme avec un son presque imperceptible. Édouard passa soigneusement le dossier avec les documents, puis suivit Marina. Ses muscles protestaient, il n'était plus jeune et certainement pas un acrobate, mais la pensée d'Anna qui l'attendait lui donna de la force. Ils étaient accroupis sur la plateforme quand ils entendirent Richard et ses hommes entrer dans le bureau. « Avez-vous tout fouillé » La voix de Richard résonna à travers la fenêtre ouverte. « Oui, monsieur. Personne ici. » « Le coffre-fort a été ouvert, » dit Richard, sa voix chargée de fureur. « Édouard était ici. Trouvez-le. » Marina et Édouard restèrent immobiles sur la plateforme, osant à peine respirer. Ils savaient que le moindre mouvement pouvait être entendu d'en haut. C'est alors que l'impensable se produisit. Le téléphone d'Édouard, qu'ils avaient utilisé pour photographier les documents, se mit à sonner. Le son résonna dans la nuit silencieuse comme une alarme incendie. « Là-bas !» cria une voix depuis le bureau. Sur la plateforme. Marina ne perdit pas une seconde. Elle attrapa la main d'Édouard et courut vers le bord de la plateforme où une échelle de secours descendait le long du bâtiment. « Marina, c'est de la folie », protesta Édouard. « Ce qui serait plus fou, c'est de laisser Richard nous attraper », rétorqua-t-elle, commençant déjà à descendre. Derrière eux, ils pouvaient entendre des hommes se préparer à descendre par la fenêtre. Marina et Édouard descendirent l'échelle aussi vite que possible. Édouard luttant contre son vertige tandis que Marina se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait escaladé des dizaines de bâtiments abandonnés. Quand ils atteignirent le 10e étage, Marina s'arrêta brusquement. « Édouard » dit-elle en regardant en bas. « Ils ont aussi des hommes au rez-de-chaussée. Ils encerclent le bâtiment. » Édouard regarda et vit qu'elle avait raison. Des voitures noires étaient positionnées à toutes les sorties du bâtiment. « Nous sommes piégés », murmura-t-il. Marina regarda autour d'elle, son esprit travaillant rapidement. C'est alors qu'elle le vit. Le bâtiment voisin avait une passerelle couverte reliant les deux bâtiments au 12e étage. « Nous ne sommes pas piégés », dit-elle avec détermination. « Nous devons monter. » « Mais Marina, ils viennent d'en haut. » « Exactement. Ils ne s'attendront pas à ce que nous montions. Nous utiliserons la passerelle pour passer dans l'autre bâtiment, puis nous descendrons de là. » Édouard regarda Marina avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. À 8 ans, elle déjouait des stratèges adultes en matière de pensée tactique. Ils grimpèrent de 2 étages, entendant les cris et les pas de leurs poursuivants résonner de différents niveaux en même temps. Quand ils atteignirent la passerelle couverte, Marina calculait déjà les distances et les angles comme une professionnelle. La passerelle faisait environ 5 mètres de long avec des fenêtres en verre des deux côtés. C'était risqué. Ils seraient visibles pendant quelques secondes, mais c'était leur seule chance. « Maintenant » murmura Marina. Ils coururent à travers la passerelle, Édouard serrant le dossier de documents contre sa poitrine. Pendant un terrible instant, Édouard crut qu'ils avaient réussi. Puis ils entendirent le bruit du verre se brisant derrière eux. Richard Miller avait brisé la fenêtre de l'autre bâtiment et criait des ordres à ses hommes.
Il avait vu Édouard et Marina traverser la passerelle. « Édouard, hurla Richard, tu ne peux pas te cacher éternellement. Et quand je mettrai la main sur cet enfant que tu utilises, elle découvrira ce qui arrive à ceux qui se mêlent de mes affaires. » La menace contre Marina fit craquer quelque chose en Édouard. Toute la colère, toute la douleur des 3 dernières années, toute l'injustice que Richard avait causée se transformèrent en une détermination de fer. Édouard arrêta de courir et se retourna pour faire face à son ennemi. Édouard n'allait plus fuir. Avec les documents dans une main et Marina en sécurité derrière lui, il affronta Richard dans la passerelle couverte. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres brisées, créant une scène dramatique pour la confrontation finale. « Richard, cria Édouard, c'est fini. J'ai toutes les preuves de tes crimes, toutes les preuves de la façon dont tu as manipulé le système pour me voler ma fille. » Richard sortit du bâtiment adjacent, flanqué de 2 hommes costauds. Son expression était de pure fureur. Mais Édouard remarqua autre chose dans ses yeux. Le désespoir. Un homme désespéré était plus dangereux, mais aussi plus enclin à commettre des erreurs. « Édouard, tu as toujours été naïf, » dit Richard Miller avec un sourire cruel. « Tu penses que quelques vieux papiers vont changer quelque chose ? Je contrôle les juges, la police, les travailleurs sociaux. Anna est déjà ma fille dans les documents qui comptent. » « Mais elle ne sera jamais vraiment à toi, » rétorqua Édouard Sterling. « Parce que tu ne sais pas aimer. Tu ne sais que détruire. » Marina s'avança, surprenant les 2 hommes. « Et parce qu'Anna t'a déjà rejeté une fois, » dit-elle avec courage. « Elle est trop intelligente pour tomber dans tes mensonges. » Le visage de Richard se déforma de rage. « Toi, petite orpheline fouineuse. Tu n'aurais pas dû survivre à cette nuit dans la rivière. » L'aveu lui échappa avant qu'il ne puisse se contrôler. Édouard sentit une fureur meurtrière monter dans sa poitrine. Richard venait d'admettre avoir ordonné sa mort, mais c'est Marina qui agit la première. Pendant les semaines où elle s'était occupée d'Édouard, elle avait secrètement enregistré leur conversation sur les crimes de Richard. Et maintenant, caché dans sa poche, se trouvait un petit enregistreur vocal qu'elle avait allumé au moment où ils étaient entrés dans le bâtiment. « Merci beaucoup pour la confession, » dit Marina en sortant l'enregistreur de sa poche et en montrant qu'il enregistrait. Les yeux de Richard s'écarquillèrent de choc et de panique. « Toi » balbutia-t-il. « Mais ça ne va pas ? » ?»« Si, ça va. » Une nouvelle voix interrompit. Tout le monde se tourna pour voir sœur Betty sortir des escaliers de secours, accompagnée de 2 policiers et d'Anna. « Marina nous a appelés avant que vous n'entriez dans le bâtiment, » expliqua sœur Betty. « Et elle nous a dit où vous seriez et que vous pourriez avoir besoin d'aide. » Édouard regarda Marina avec une admiration totale. Elle avait tout planifié, l'enregistrement, l'appel aux autorités, même la voie d'évacuation qui les avait amenés là où la police pouvait les trouver. Anna rompit le silence en courant vers Édouard. « Papa !» cria-t-elle en se jetant dans ses bras. Édouard tomba à genoux, embrassant sa fille pour la première fois en 3 ans. Des larmes coulaient sur leurs 2 visages alors qu'il la tenait comme s'il ne la laisserait plus jamais partir. « Anne, ma fille, je suis tellement désolé, » sanglota Édouard. « Je t'ai cherché tous les jours. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je savais que tu viendrais, » pleura Anna contre son épaule. « J'ai toujours su. » Marina regarda la réunion avec des larmes de bonheur coulant sur son visage. Voir Édouard et Anna de nouveau ensemble était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Richard tenta de s'éclipser discrètement, mais les policiers se déplaçaient déjà pour l'arrêter. L'enregistrement de Marina, combiné aux documents qu'Édouard avait récupérés, fournissait suffisamment de preuves pour le condamner pour enlèvement, manipulation juridique, tentative de meurtre et une 12aine d'autres crimes. « Marina, » dit Anna en se tournant dans les bras de son père pour regarder la fille qui avait rendu tout cela possible. « Merci d'avoir ramené mon papa. » Édouard tendit un bras à Marina, la tirant dans l'étreinte familiale. « Marina n'a pas seulement ramené ton père, » dit Édouard en regardant la courageuse fillette qui lui avait sauvé la vie de toutes les manières possibles. « Elle nous a apporté une famille complète. » Anna regarda Marina avec curiosité et espoir. « Est-ce que ça veut dire que tu vas être ma sœur ?» Marina regarda Édouard, qui hocha la tête avec un sourire chaleureux. « Si tu veux de moi, » dit timidement Marina. « Pour toujours, » répondit Anna en tirant Marina dans une étreinte serrée. 6 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit pluvieuse qui avait changé 3 vies à jamais. La maison qu'Édouard avait achetée se trouvait dans un quartier calme avec un grand jardin où Anna et Marina passaient des heures à jouer et à parler. C'était une maison remplie de rire. Une maison où l'amour ne manquait jamais.
Marina se réveilla un samedi matin ensoleillé, s'habituant encore à la sensation d'avoir un lit douillet, une chambre à elle, et la certitude que le petit déjeuner l'attendrait dans la cuisine. Plus important encore, elle se réveillait chaque jour en sachant qu'elle n'était pas seule au monde. Elle descendit et trouva Édouard dans la cuisine en train de faire des crêpes. Il avait découvert que Marina et Anna adoraient les crêpes, et préparer le petit déjeuner des filles était devenu son rituel préféré du week-end. « Bonjour, ma fille », dit Édouard avec un sourire chaleureux. Et Marina sentit son cœur se réchauffer, comme à chaque fois qu'il l'appelait ainsi. « Bonjour, papa », répondit Marina, s'émerveillant encore de la naturalité avec laquelle elle utilisait ce mot maintenant. Anna arriva en courant du salon, tenant un nouveau dessin. « Marina, regarde ce que j'ai dessiné pour toi. » Anna montra fièrement le papier. C'était un dessin de leur famille, Édouard au milieu, avec Anna d'un côté et Marina de l'autre, tous se tenant la main devant leur nouvelle maison. Au-dessus d'eux, Anna avait écrit en lettres soignées « Ma famille pour toujours ». « C'est magnifique », dit Marina en serrant sa sœur dans ses bras. « Oh, je le garderai pour toujours. » Pendant le petit déjeuner, Édouard partagea les nouvelles qu'il avait reçues de son avocat. Richard avait été condamné à 15 ans de prison pour tous ses crimes. L'entreprise fonctionnait sans problème sous une nouvelle direction, et Édouard avait décidé d'utiliser une partie des bénéfices pour créer une fondation aidant les enfants orphelins à trouver des familles. Le premier enfant que notre fondation aidera, dit Édouard en regardant Marina, recevra une bourse en ton honneur. Le fonds de bourse Marina Sterling pour les enfants courageux qui n'abandonnent jamais la lutte pour la justice. Marina sentit des larmes de fierté lui piquer les yeux. Elle était passée d'une orpheline vivant dans une cabane à une fille aimée dont le nom serait sur un fonds de bourse qui aiderait d'autres enfants. Et j'ai pensé, continua Édouard, que peut-être vous aussi, vous aimeriez m'aider à choisir ces enfants. Vous deux savez mieux que quiconque ce que c'est que d'avoir besoin d'une famille. Anna applaudit avec enthousiasme. Nous pourrons aider d'autres filles comme nous a trouvé des papas et des mamans, et nous pourrons leur apprendre à être fortes comme tu m'as appris, dit Anna à Marina. Après le petit déjeuner, les trois se rendirent au bord du fleuve où tout avait commencé. Édouard avait transformé l'endroit en une petite réserve environnementale avec des bancs et une plaque qui disait « En mémoire de tous ceux qui trouvent l'espoir quand la vie semble perdue ». Ils s'assirent sur la rive où Marina avait sauvé Édouard cette nuit terrible. Maintenant, avec le soleil brillant sur l'eau et les oiseaux chantant dans les arbres, l'endroit semblait complètement différent. « Vous savez, dit Édouard en regardant l'eau calme. J'avais peur de ce fleuve, mais maintenant je réalise que ce n'est pas là que j'ai failli mourir. C'est là que ma nouvelle vie a commencé. C'est là que nous nous sommes rencontrés, ajouta Anna, tenant les mains de son père et de sa sœur. Marina regarda les deux personnes qui étaient devenues sa famille et ressentit une gratitude si profonde qu'elle pouvait à peine respirer. Elle avait passé 8 ans à croire qu'elle était destinée à être seule pour toujours. Mais parfois, quand on s'y attend le moins, quand la vie semble la plus perdue, l'amour apparaît de manière que l'on n'aurait jamais pu imaginer. « Je vous aime », dit simplement Marina. « Nous t'aimons aussi », répondirent Édouard et Anna simultanément, l'attirant dans une étreinte familiale. Alors qu'ils regardaient le fleuve couler paisiblement vers l'avenir, les trois savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que tout l'argent du monde. Une vraie famille, bâtie non seulement sur le sang, mais sur l'amour, le courage et la détermination de ne jamais s'abandonner les uns les autres. Et quelque part, d'autres enfants orphelins bénéficieraient de la fondation que cette famille spéciale avait créée, propageant l'espoir comme des ondes sur un lac calme. La fillette qui avait autrefois sauvé un homme de la noyade avait sauvé bien plus qu'une vie. Elle avait sauvé une famille entière, y compris elle-même.